Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 16 mars. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Encore des morts sur les routes de Guadeloupe. 2 touristes ont perdu la vie dans une collision à Vieux-Habitants. Le véhicule des pompiers qui se rendait sur les lieux a lui aussi été accidenté. Le préfet de région sonne l'alarme. À l'invitation de l'UGTG, plusieurs organisations de la Caraïbe lancent la réflexion sur les libertés syndicales. Objectif, instaurer une solidarité syndicale durable dans la région. Santé physique, santé mentale, un lien vital, c'est le thème de la 27e édition des Semaines de la santé mentale qui se déroule tout au long du mois. À travers des conférences, des débats et des rencontres, les Guadeloupéens sont appelés à se pencher sur le sujet. Le journal Aurélie Ronze. Et nous prolongerons le débat sur ces semaines d'information de santé mentale avec notre invité ce soir, Joël Dufay, cadre de santé au pôle psychiatrique au CHU de Pointe-à-Pitre. Mais avant, revenons sur ce tragique accident. Il était environ 9h30 ce matin quand une voiture fait une sortie de route, section Rachezongle à Vieux-Habitants, direction de Basse-Terre. Le bilan est lourd, 2 morts et des blessés. Les victimes étaient en vacances dans notre département. Peu après, à Baïf, le camion de désincarcération des pompiers qui se rendait sur place a eu également un accident en raison notamment de la chaussée glissante. Dans un communiqué, le préfet de Guadeloupe, Jacques Billon, tire la sonnette d'alarme et appelle chacun à se responsabiliser. Il faut dire que depuis le début de l'année, le bilan de la sécurité routière en Guadeloupe est en hausse. On fait le point tout de suite avec Jacques Damprobe. Depuis le début de l'année, 15 personnes ont perdu la vie sur les routes de Guadeloupe. C'est 6 de plus que la même période l'an dernier, soit une hausse de plus de 50%. Un chiffre inquiétant, d'autant plus inquiétant que les indicateurs sont également à la hausse pour le nombre d'accidents et de blessés. Malgré les campagnes de sensibilisation, les images choquent et les contrôles routiers, les compteurs s'affolent. Prévention ou répression, rien n'y fait. Mourir sur les routes n'est pas une fatalité, pas plus d'ailleurs que l'irresponsabilité. À l'horizon 2020, l'objectif de la sécurité routière est de descendre sous la barre des 26 tués. Avec 15 morts avant même la fin du premier trimestre de l'année, autant dire qu'on est loin, très loin du compte. Et la gendarmerie de Vieux-Habitants a lancé un appel à témoins suite à cet accident mortel survenu ce matin. Toute personne qui aurait vu la collision, notamment le ou les occupants d'une Clio rouge ou bordeaux qui suivaient le véhicule des jeunes femmes, doit contacter la brigade de Vieux-Habitants au 05 90 99 63 60. Le numéro s'affiche également sur votre écran. On va parler maintenant de santé et plus précisément de santé mentale. La 27e édition des Semaines d'information sur la santé mentale s'est ouverte lundi en Guadeloupe. Le thème cette année, le lien vital entre la santé mentale et la santé physique. Cet après-midi au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre, une conférence débat avait lieu sur la mobilisation corporelle au CHU. Muriel Barlagne nous en dit plus. À l'unité de réhabilitation psychosociale, l'UREPS, on préfère parler de mobilisation corporelle plutôt que de sport. Voilà 15 ans que la structure propose des activités physiques aux patients hospitalisés en psychiatrie. Depuis 5 ans, ces activités visent surtout à permettre l'intégration sociale des patients. Alors, une séance de mobilisation corporelle, elle est très gaie. Elle se fait sous fond musical dans une grande salle où les patients arrivent le matin. Elle dure à peu près 1h30 et nous mettons de la musique à 2 temps ou 4 temps et nous dynamisons ce moment-là. Il y a de la boisson, il y a des consignes, il y a des encouragements, mais tout cela se fait dans une atmosphère donc conviviale mais quand même cadrée. Il ne s'agit pas pour les patients d'être performants, mais d'être bien dans leur corps. Leur traitement des psychotropes, mais aussi leur pathologie, ont tendance à ralentir leur élan vital. Ils posent aussi un problème de schéma corporel. Le bienfait premier que nous visons, c'est faire en sorte que le patient soit bien dans son corps pour qu'il soit bien intégré socialement. Ça veut dire que les lourdeurs qui sont dues au fait qu'ils prennent des médicaments psychotropes vont disparaître. En tout cas, les effets seront baissés. Et comme ça, le patient pourra s'intégrer facilement dans sa marche, dans son allure, dans son attitude, voire dans sa posture, dans la vie sociale. Donc c'est ce que nous recherchons.
Ces séances de mobilisation corporelle ont lieu une fois par semaine. Elles donnent l'occasion aux patients de quitter le service psychiatrique pendant quelques minutes. 2 à 9 personnes sont ainsi prises en charge. Et nous allons prolonger ce débat ce soir avec notre invité, Joël Dufay, cadre de santé au pôle psychiatrique au sein du CHU de Pointe-à-Pitre. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi dit-on que le lien est vital entre la santé mentale et la santé physique ? Parce que ce sont deux santé qui sont proches. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. La santé mentale, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, la santé physique, c'est quand même quelque chose qui est médiatisé, être bien dans son corps, faire du sport, avoir une hygiène de vie. Donc la santé mentale correspond aussi à la santé physique. On ne peut pas différencier. Ce sont des santé qui sont proches l'une de l'autre, à savoir que si on est mal dans son corps, on peut être aussi mal physiquement. Donc c'est pour ça que le lien est vital pour les deux. Alors c'est quoi finalement une bonne santé mentale ? Une bonne santé mentale, c'est être bien dans sa peau, ne pas avoir besoin de l'aide de professionnels spécialisés, parce que quand on est mal, c'est vrai que les professionnels sont là pour aider. Donc avoir une bonne santé mentale, à mon sens, c'est être bien dans sa peau. Alors est-ce qu'on peut faire un état des lieux de la santé mentale en Guadeloupe par rapport à la métropole par exemple ? L'organisation de la santé mentale en Guadeloupe est identique. Il y a pratiquement dans toutes les communes des centres médico-psychologiques qui répondent de façon rapide à des problèmes de santé. C'est dans la ville, c'est une proximité. Toute personne présentant des troubles mentaux peut se rendre dans ces CMP. Et c'est vrai que par rapport à l'organisation de la santé, il y en a pratiquement dans toutes les communes ou les communes voisines. Alors est-ce que les Guadeloupéens sont plus nombreux à fréquenter notamment des services psychiatriques qu'en métropole Que ce soit en Guadeloupe ou en métropole, on dit qu'il y a 1% de la population qui est atteinte de troubles mentaux. Donc la Guadeloupe n'est pas différent de la population de métropole. Est-ce qu'on connaît ces causes justement de ces personnes qui fréquentent les services psychiatriques ? Dans les services psychiatriques, on peut retrouver des personnes qui ont besoin d'aide. Il y a des maladies, je ne suis pas psychiatre, je réponds à mon niveau parce que j'encadre une équipe, mais on est là pour aider des personnes qui ont des souffrances psychiques, qui ont un mal-être. Et c'est vrai que dans notre dispositif de soins, on peut aider toutes les personnes qui font ce type de demande. Alors concrètement, à quoi servent ces semaines d'information sur la santé mentale ? Quel est le message finalement que vous voulez faire passer avec Le ces message semaines ? qu'on peut faire passer, c'est la santé mentale. Quand on est atteint de troubles mentaux, on peut dire que ce sont des maladies comme toute autre maladie. Et c'est vrai qu'il est important de communiquer pour déstigmatiser, démystifier, de dire que quand on est atteint de troubles mentaux, c'est une maladie, on se soigne comme toute autre maladie et qu'il n'y a pas de raison de rester enfermé sur soi. C'est vrai que ce sont des maladies où il faut être accompagné par son environnement parce que souvent seul, on reste isolé, on ne voit pas l'intérêt. C'est pour ça qu'il est très important que l'entourage soit présent. Mais c'est une maladie et comme toute autre maladie, elle se soigne. Alors dans le cadre de ces semaines donc, qui durent jusqu'au 27 mars, on le rappelle, il y a plusieurs conférences, débats, des colloques. Quel est le prochain temps fort, par exemple ? Demain, les collègues, comme je vous disais, dans toutes les communes, il y a des centres médicaux. Je sais qu'à Sainte-Anne, les collègues du centre médico-psychologique de Sainte-Anne demain font une activité de l'aquagym. L'après-midi, ce sont les collègues du centre médico-psychologique de Morne-à-l'Eau et de l'hôpital de jour de Morne-à-l'Eau qui font une activité bien dans sa tête, bien dans son corps. Je sais que les urgences psychiatriques, lundi, font une manifestation bien dans son corps, bien dans l'esprit. C'est plutôt un débat. Et je sais que cette manifestation se clôture le 23, exceptionnellement en Guadeloupe, parce qu'en métropole, c'est plus tard, à cause de nos fêtes. Et les équipes du pôle de psychiatrie encadrent une marche qui s'appelle la marche de l'Alliance, où tous les professionnels, tous les usagers, les familles, toutes les personnes qui veulent accompagner cette manifestation, nous les accueillerons avec plaisir. Cette marche aura lieu où ? Alors, on prend le départ à 14h30, mercredi, à Perrin, près des sapeurs-pompiers.
Merci Joël Dufay en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. Merci. On change complètement de sujet alors qu'hier la Cour d'appel de Basse-Terre n'a pas donné suite, on le rappelle, à l'affaire Jocelyn Le Borgne. Les libertés syndicales ont été justement largement évoquées ce matin à la Cité des métiers du Rézé. L'UGTG a organisé une conférence sur ce thème en présence de nombreux syndicalistes de la Caraïbe, notamment d'Haïti, du Suriname, de Sainte-Lucie ou encore de la Dominique. Les précisions de Muriel Barlagne. La solidarité entre les organisations syndicales guadeloupéennes et avec celles des îles voisines doit se renforcer. C'est l'un des éléments essentiels de la lutte pour les droits des travailleurs. Pour les militants de l'UGTG, le procès de Jocelyn Le Borgne en est un bel exemple. Le ministère public vient de décider de ne plus donner suite à l'affaire de ce syndicaliste qui avait refusé de se soumettre à un test ADN, une affaire qui a fait réagir au niveau international. Nous recevons des dizaines et des dizaines de communiqués du Mexique, du Brésil, de Trinidad et Tobago et d'autres pays qui ne peuvent pas venir. Et le fait de faire des communiqués, des interpellations, de venir, de relayer combat en nous, eh bien, ça a fait en sorte que voir en nous qu'aille au-delà des limites de la Guadeloupe. Et c'est important que l'opinion internationale, que tout le monde sache que nous sommes gourmets et que l'État français, c'est véritablement un État colonial en pays en nous. Si la solidarité doit s'organiser entre différents syndicats et au-delà des frontières, c'est pour faire face à la montée de la répression syndicale. Le Comité international contre la répression et pour la défense des droits politiques et syndicaux œuvre en ce sens en France depuis 1976. Il est venu apporter son soutien dans le procès Le Borgne. En Guadeloupe, en 5 ans, plus de 100 militants syndicalistes ont été convoqués par la justice pénale. C'est un chiffre considérable parce que rapporté à la population salariée de l'Hexagone, c'est comme s'il y avait eu 15 000 procès pénaux. Et on peut donc voir l'ampleur de ce que signifie la répression antisyndicale. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et donc, il est clair que cette victoire sur le procès Le Borgne n'épuise pas toutes les questions, puisque le dispositif qui est en œuvre continue à être comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des syndicalistes. Cette réunion organisée à la Cité des métiers du Rézé a été l'occasion pour des syndicalistes d'horizons divers de venir témoigner. Parmi les pays invités, la Martinique, la Guyane, mais aussi la Dominique, Haïti, le Suriname et Sainte-Lucie. Moi, j'ai mené force et puis Kouaï by toutes les Guadeloupéens. À dans temps qui a venu, moi, j'ai souhaité les autres même qu'on s'est ici pour nous parler de tous ces lots problèmes ça là nous ni en Guadeloupe. Une journée d'échange et de formation qui pourrait devenir récurrente. Il s'agissait aussi aujourd'hui de réfléchir à un moyen de la rendre pérenne. On vous en parle sur Alizé depuis hier. Demain, toute la Caraïbe va procéder à un exercice d'alerte au tsunami, y compris en Guadeloupe, et ce pour la 2e année consécutive. Son nom, Carib Wave, une opération coordonnée par les services de l'État pour se préparer à une submersion marine. Dans les faits, des établissements scolaires seront notamment évacués, comme nous le précisait ce midi Jean-Marie Terrac, coordonnateur académique des risques majeurs. On l'écoute. Chaque département choisit son scénario et son degré d'implication. Pour la Guadeloupe, on a décidé de faire jouer pratiquement tous les acteurs de l'éducation nationale, donc pratiquement toutes les écoles, collèges et lycées, puisqu'à un moment donné, on s'est aperçu que certains établissements sont capables d'avoir des activités nautiques. Donc ils se retrouvent en bord de l'eau, donc il faut qu'ils soient capables aussi d'alerter des classes qui sont en train de faire du canoë ou de la planche à voile. Donc tout le monde est vraiment concerné, mais à des degrés différents. C'est évident, hein. Il y a pour certains endroits, on a besoin de traverser la nationale, par exemple. S'il n'y a pas la présence des forces de l'ordre, on a demandé aux écoles donc de tout faire comme s'ils allaient partir et de s'arrêter à ce moment-là de l'exercice. L'objectif, c'est surtout d'être très réactif. Ce sont des choses qui vont vite. Et notre gros problème, c'est la communication. Là, on est dans le scénario où tout fonctionne. On n'a pas eu le tremblement de terre. Donc les téléphones fonctionnent, les fax, tout marche. Donc on profite de tous nos éléments, toute cette technologie pour aller le plus vite possible, pour que toutes les écoles aient le temps de réagir ensuite par la suite. Alors demain matin, comment ça va se passer Alors demain matin, vous avez entendu, dans le scénario, le séisme est prévu au large du Venezuela autour de 10h. Alors le centre d'Hawaï va récupérer le message, va l'envoyer à Météo France, il l'enverra à la préfecture Martinique, il l'enverra à la préfecture Guadeloupe. Donc on espère que 20-25 minutes après, on aura ce message donc à notre niveau, au niveau du rectorat,
qui a monté une cellule de crise. Et l'objectif, c'est de prévenir le plus rapidement possible les 12 circonscriptions, donc c'est ce qui concerne les écoles, qui elles-mêmes, par des chaînes téléphoniques, appellent toutes les écoles. Et de l'autre côté, on a 60 collèges et lycées à appeler. Cet exercice Caraïbe Wave qui nous amène donc à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe à Porto Rico. Nous évoquerons cette menace de crise humanitaire, une conséquence directe de la crise économique qui touche actuellement ce pays. Mais tout de suite, direction le Brésil avec un nouveau poste pour l'ancien président Lula. Voici la Minute Caraïbe. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a été nommé chef de cabinet de la présidente Dilma Rousseff ce mercredi 16 mars. Lula, qui fut président du Brésil lors du boom socio-économique entre 2003 et 2010, assumera le poste de ministre d'État, chef de la maison civile. Une sorte de super premier ministre en charge de la coordination de l'action du gouvernement, en remplacement de Jacques Wagner. Sa participation au gouvernement devrait ainsi permettre à l'ancien président d'échapper un temps aux poursuites judiciaires en cours, instruites par le juge Moro, chargé du dossier Petrobras. Les procureurs de Sao Paulo avaient réclamé à la justice jeudi 10 mars la mise en détention préventive de l'ancien homme fort du Brésil. Lula, malgré son entrée au gouvernement, reste cependant justiciable devant la Cour suprême brésilienne. L'offre de Mme Rousseff était perçue par une partie des Brésiliens comme une tentative de fuite, si ce n'est un aveu de culpabilité. Sur Internet, les ennemis de Lula n'ont pas manqué de rappeler une phrase attribuée à l'ex-président en 1888. « Quand un pauvre vole, il va en prison. Quand un riche vole, il devient ministre. » À cause de la crise économique qui touche gravement le pays, 60 000 personnes ont déjà quitté Porto Rico pour les États-Unis. Chaque jour, parmi eux, il y a au moins un médecin. La menace de crise humanitaire se fait pressante. À cause de la crise économique, la couverture sociale est drastiquement diminuée. Face à la chute de leur pouvoir d'achat, les médecins, infirmiers et autres cadres de santé ont décidé d'aller chercher aux États-Unis d'autres sources de revenus sans même pouvoir vendre leur officine avant leur départ. Tous les repreneurs potentiels prévoyant également de quitter le pays. 5 ans après avoir lancé une campagne pour changer le nom du territoire Caraïbe en territoire Kalinago, les populations autochtones de la Dominique ont enfin obtenu gain de cause. Le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, affirme qu'il s'agit avant tout de réparer un tort historique. Le nom Caraïbe remonte à Christophe Colomb et est perçu comme péjoratif car connoté cannibalisme. Changer de nom devenait donc vital pour les premiers habitants de la Caraïbe qui se sentaient diminués à être appelés par un nom qui n'était pas le leur et qui ne décrivait pas leurs coutumes. Aujourd'hui, en redevenant Kalinago, les Indiens indigènes retrouvent leur fierté. Le chef Caraïbe devient le chef Kalinago qui exerce sur le territoire du même nom. En 1903, après des siècles de conflits, les Indiens Kalinago ont obtenu une portion de terre d'environ 1497 hectares sur la côte nord-est de l'île, où ils se sont établis avec à leur tête leur propre chef. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3500 à vivre encore sur ce territoire et exercent les métiers de fermiers ou pêcheurs. D'autres sont restaurateurs, hôteliers, boutiquiers. D'autres encore se consacrent à l'art et à l'artisanat. Retour en Guadeloupe, on va parler de la semaine des mathématiques qui a débuté lundi, une 5e édition destinée aux élèves et qui a pour thème cette année maths et sport. Alors 2 activités a priori éloignées mais qui ont pourtant des valeurs communes. Une course d'orientation devait notamment avoir lieu ce matin au golfe des Abîmes. Alors même si le mauvais temps a quelque peu perturbé cette activité, les élèves ont pu apprendre à se servir d'une boussole. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Une semaine pour les mathématiques. Pour cette 5e édition, c'est le sport qui est associé à cette matière. Le but, promouvoir les maths et susciter des vocations. Et donc c'est un événement qui est organisé au niveau national et qui a pour but de donner une image beaucoup plus vivante, beaucoup plus actuelle des mathématiques, puisqu'on sait qu'on est de plus en plus dans un contexte où on manque d'étudiants
dans les filières scientifiques. 350 élèves issus des classes de 6e et de CM2 de la zone prioritaire des Abîmes avaient donc rendez-vous au golf pour une course d'orientation. Cette année, c'est maths et sport. Donc, il a été question pour nous de vraiment chercher à allier ces deux disciplines et se repérer sur une carte d'orientation. On est en EPS, mais trouver les balises, rechercher la distance réelle, calculer la distance réelle du parcours, on est en mathématiques. Donc, c'est une activité qui allie étroitement mathématiques et sport. Pour Alexa, élève de CM2, cette course est une très bonne initiative. C'est bien, ça nous fait courir en même temps, faire les cours. Développer des compétences scientifiques, c'était le but de cette journée afin de promouvoir les carrières scientifiques sur notre territoire tout en alliant les mathématiques aux autres disciplines. Mais la météo en a décidé autrement, empêchant ainsi ses élèves de boucler leur parcours d'orientation. Voilà de quoi en tout cas faire apprécier cette matière. En bref, l'ancien boxeur guadeloupéen Jean-Marc Mormec vient d'être nommé délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. L'annonce a été faite ce soir par le Premier ministre Manuel Valls à l'occasion du dîner annuel du CREFOM à Paris. Jean-Marc Mormec remplace la réunionnaise Sophie Élyséon. Cet organisme, on le rappelle, a pour mission d'aider le gouvernement à définir les politiques relatives aux Français d'outre-mer installés en métropole. En sport, il y avait du football. Hier soir en Guadeloupe, on jouait 2 matchs en retard de la 17e journée de DH. La Gauloise a battu le Red Star 2-1. De son côté, le CSM a écrasé l'USBM 3-0. On va changer complètement de registre avec le festival Cris de femmes organisé par Nefsoul qui se poursuit. Et on vous propose de découvrir ce soir une exposition un peu particulière. C'est une exposition dédiée au plaisir féminin désacralisé. Il s'agit d'œuvres participatives. L'originalité, ce sont des toiles qui s'écoutent. Anne-Elisabeth Artsen. Le principe, c'est de bloquer dans les écouteurs. Des témoignages de femmes qui deviennent des toiles. C'est le concept des œuvres participatives de l'artiste peintre Dimbeng. L'objectif, désacraliser le plaisir féminin. C'est un projet pour briser le tabou sur le plaisir féminin, amener la femme à une meilleure connaissance d'elle-même, de son corps, de sa sexualité, de son sexe. Alors le principe, c'était d'amener des femmes à témoigner sur leurs expériences positives ou négatives. Nous les avons enregistrées et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, je me suis enfermée dans mon atelier puis j'ai commencé donc à peindre à partir de ces témoignages. Cette collection comporte en tout 16 toiles qui représentent tout un univers particulier. L'artiste franco-ivoirienne utilise une technique mixte pour réaliser ses toiles. C'est une technique inspirée d'un courant artistique, le courant artistique majeur en Côte d'Ivoire, qui est le Vou-Vou, qui est une technique donc de collage, de récupération, qui est aussi une revendication culturelle. C'est un mouvement qui est né à l'École des Beaux-Arts en Côte d'Ivoire dans les années 70 et qui consiste à créer une œuvre à partir des matériaux qui sont à sa portée. Et donc le Mixed Relief reprend le principe de la technique, de la texture. Et en plus de sa culture d'origine, c'est vraiment agréger toutes les cultures que je croise au long de ma vie et dont je suis le fruit. Après l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, l'Autriche, Dimbeng a posé ses valises à Paris. Ses œuvres ont été exposées en Afrique, aux Émirats arabes unis et en Europe, notamment au siège de l'UNESCO. Et cette exposition est à découvrir à Petit-Bourg, donc jusqu'à la fin du mois de mars. Avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin. Alors ce sera le même type de temps qu'aujourd'hui, à savoir des averses annoncées sur l'ensemble du territoire. Pour les températures dans la matinée, elles afficheront entre 24 et 26 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique sportive Minute Sport suivie du journal de TF1. Votre soirée sur Alizé, E égale M6, suivie de votre nouveau programme d'aventure, la 2e saison de The Island. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.